ruines. Atlantide, légende ou vestige des temps anciens. L'Atlantide a-t-elle été engloutie au sein de l'océan Atlantique, il y a 10 000 ans, en confrontant d'anciennes cartes maritimes aux données géologiques modernes et aux mythes du déluge? Une thèse localise l'Atlantide au pôle sud, une autre vers l'Islande. Le nom hiéroglyphique de l'Atlantide est Amenptah, aîné couché de Dieu. Celui de l'Égypte, qui était une colonie atlante, est Atkapta, deuxième cœur de Dieu. L'Atlantide, tout en restant, pour la plupart des gens, un mythe qui n'a pas jusqu'à ce jour été démontré scientifiquement, mais qui, au fil des millénaires, a traversé toutes les civilisations connues. Les grands ancêtres supérieurs, les dieux, demi-dieux et géants dont parlent toutes les religions y compris la Bible et qui semble à beaucoup une allégorie et une fantaisie des anciens peuples, sont néanmoins présents dans toutes les cultures. Des vestiges de civilisations disparues ayant été repérés partout, des chercheurs ont proposé des sites comme la Suède, l'Allemagne du Nord-Ouest, la mer du Nord, ou même des sites orientaux. Rien à voir avec l'Atlantide de Platon. Dans toutes les cosmogonies, quelle qu'elle soit, on parle de déluge. Le fait qu'il y a quelques 10 000 ans, un cataclysme planétaire provoquant un glissement des pôles, a forcément causé des bouleversements géologiques et géographiques. Il reste, de l'Atlantide, des indices posant le problème d'une connaissance perdue, par la technicité des méthodes pour construire les pyramides, apparues simultanément de chaque côté de l'Atlantique. Il faut citer également les mégalithes qui jalonnent la côte est de l'Atlantique, comme Stonehenge et les alignements de Karnak. De l'autre côté de l'océan, à l'ouest, au Pérou, les lignes de Nazca, qui ne peuvent être vues que du ciel, sont aussi un dilemme pour la science officielle. La ville de Tiahuanaco dans les Andes fut jadis un port. Le visage du monde alors n'était pas tel que nous le connaissons aujourd'hui. Selon Platon, lors de l'anéantissement de l'Atlantide, aucun Atlante d'Atlantide n'a pu se sauver en raison de la soudaineté de l'événement destructeur. Cependant, Platon rapporte aussi que l'Empire atlante était puissant commercialement. Cela suppose que l'on devait trouver des sortes de comptoirs dans de nombreux lieux et en particulier en Europe ou en Afrique du Nord, région qui était facilement en liaison avec l'Atlantide par le Gulf Stream. Si la probabilité que la destruction de l'Atlantide est liée à la chute d'un corps céleste, peut-être pourrait-on trouver une justification aux constructions d'observatoires destinés à surveiller le ciel. Le gigantesque tsunami qui résulterait de la chute d'une météorite géante correspondrait parfaitement à la description de la fin de l'Atlantide rapportée par Platon. Il y eut des tremblements de terre effroyables et des cataclysmes. Dans l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Mais, à la fin du Pléistocène, la déglaciation va entraîner une remontée des eaux océaniques de 80 à 120 mètres. Or, la capitale Atlante était un port et les rares structures encore visibles vont donc disparaître sous les flots. Avec les rescapés de l'Atlantide, dernier survivant d'une civilisation à jamais disparue, la vie se développa à nouveau autour des derniers refuges de l'humanité. Les Atlantes ont dû, pour survivre, s'associer aux autres peuples et leur transmettre les connaissances qu'ils possédaient. Beaucoup des monarques choisirent de ne pas être dépossédés de cette science divine. C'est cette époque qui marqua le début des grandes religions comme le judaïsme. L'attitude de ces monarques narcissiques fut à l'origine de la conspiration de la Terre plate. L'énorme masse de glace qui s'était retirée avait offert au développement de nouvelles régions auparavant inconnues. Et l'homme peupla la Terre. Les ancêtres de ces peuples dont la tradition n'a pas changé, depuis la période mégalithique seraient à l'origine de la construction de Stonehenge et de plusieurs autres constructions mégalithiques. La révolution néolithique brisa soudainement les habitudes paléolithiques et permit un nouveau départ. Les rescapés atlantes sont peut-être les dieux des légendes sumériennes, indiennes et autres. Ont-ils essayé de recréer leur ancien Éden façonnant l'humanité à leur image? La période mégalithique, qui est la génération d'avant nous, celle des dolmens et des pyramides dura 5146 ans. Elle commença en moins 8280 avant Jésus-Christ et se termina en moins 3134 avant Jésus-Christ. C'est à cette époque
il y a environ 5000 ans, que le déluge revint. Platon nous raconte, quand, d'un autre côté les dieux purgent la terre avec un déluge d'eau, les survivants furent des vieillards et des bergers qui vivaient sur les montagnes. Mais ceux qui vivaient dans les cités étaient happés par les rivières et transportés jusqu'à la mer. Les hommes et l'Atlantide suite. Platon lança le débat, voilà plus de 2000 ans. À l'âge de 73 ans, il composa 2 dialogues, le Timée et le Critia, qui contiennent la plus ancienne description de l'Atlantide connue. Les descriptions de l'Atlantide faites par Platon sont inspirées des écrits de son ancêtre Solon, qui les tenait lui-même de prêtre aux Égyptiens. La capitale du royaume des Atlantes se serait organisée autour d'un réseau de canaux concentriques séparant les quartiers dédiés aux loisirs, au commerce et à la cour. Voici une brève description de ce que Platon raconte. Il y a environ 9000 ans, il existait un pays qui n'était autre qu'Athènes, mais une Athènes antérieure. Cet État se trouva menacé par un pays plus grand que l'Afrique du Nord et l'Asie mineure réunis, situé au-delà des colonnes d'Hercule, détroit de Gibraltar. Cet île-continent, d'une immense et extraordinaire puissance, était l'Atlantide. Les Atlantes ambitionnaient de devenir les maîtres du monde entier. Mais, au cours d'une grande bataille, ils furent vaincus par les guerriers athéniens. Or, juste après cette glorieuse victoire, l'antique Athènes fut détruite par des tremblements de terre et des inondations dont la violence provoqua également l'engloutissement dans la mer du continent de l'Atlantide. Tout se passa en l'espace d'un jour et d'une nuit. L'Atlantide était une terre de plaine féconde et d'immenses forêts, dotée d'une flore luxuriante et d'une faune variée, avec, en particulier, de grands troupeaux d'éléphants. Le sol recelait de riches filons d'or, d'argent et d'autres métaux. À l'extrémité sud du continent, les rois bâtirent une ville d'une magnificence à la mesure de l'extraordinaire puissance que leur valait une terre si fortunée. Cette cité, nommée elle aussi Atlantide, se composait de cercles concentriques de terre et de canaux. Au centre, fut édifié à Poséidon un temple fastueux. Dans les enceintes extérieures se trouvait un hippodrome et des habitations populaires. Dans les ports intérieurs se pressaient les navires de guerre. Il précise que les Atlantes étaient maîtres de l'Atlantide et que cette dernière s'étendait de la Libye jusqu'en Égypte, et de l'Europe jusqu'à la Tyrénie. Dans la Critia, Platon précise qu'il y a eu une guerre en Atlantide entre ceux qui vivaient en dehors des colonnes d'Héraclès et ceux en deçà, il y a 9000 ans avant Platon. Durant les 500 années précédant JC, des poches d'individus ayant conservé des bribes de science se manifestèrent à nouveau. Alexandre le Grand récupéra l'ancienne science dans le monde et plaça le tout dans une grande bibliothèque du savoir ancien, la grande bibliothèque d'Alexandrie, au lieu du savoir possédant plus de 700 000 volumes. Pythagore de Samos, Thalès, Socrate, Hippocrate, Démocrito, Platon, Aristote, Ératosthène, Aristarchos, Ptolémée. Tous ces hommes qui nous ont laissé les premiers témoignages connus de la science sont grecs et ils nous ont tous laissé des enseignements de grande valeur encore en usage aujourd'hui. Tous vivaient à l'époque de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Les témoignages sur une ancienne civilisation devaient se trouver dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. Quand elle brûla, de milliers de documents sur les anciens mondes disparurent avec elle. Ignatius Donlil est le premier à défendre la théorie selon laquelle l'Atlantide aurait été le berceau de notre civilisation actuelle, exposant l'idée que les Atlantes furent les créateurs de nos arts et de nos sciences. L'Atlantide, le monde antédiluvien publié en 1882. Il nous indique que l'Atlantide est située dans l'océan Atlantique. Les Atlantes peuplèrent également de races civilisées les rives du golfe du Mexique, de l'océan Pacifique, dans l'Amérique du Sud, et d'autre part, la mer Méditerranée, les côtes de l'Europe occidentale, de l'Afrique occidentale, de la mer Baltique, de la mer Noire, et de la mer Caspienne. L'Atlantide était le jardin d'Éden ou paradis, avec jardin des Hespérides. Les dieux, déesses des anciens Grecs, Phéniciens, hindous et mythologie nordique, viennent des héros de l'Atlantide. Souvenir confus. La mythologie des Égyptiens et du Pérou constituait la religion des Atlantes.
Ils vénéraient le soleil. Les outils et autres ustensiles de l'âge du bronze en Europe proviennent de l'Atlantide. Ce sont les premiers à travailler le fer. En Atlantide, résidaient des souches ethniques aryennes ou familles indo-européennes. L'Atlantide fut anéantie par un cataclysme naturel jusqu'au plus haut sommet. Les Açores est un des sommets. Seuls quelques-uns se sont enfuis sur des radeaux et vaisseaux. La population comportait deux races, la race brun sombre, rougeâtre semblable aux habitants d'Amérique centrale, berbères, et égyptiens. La race blanche semblable aux Grecs, Goths, Celtes, Scandinaves. L'Atlantide connaissait parfaitement la nature et la puissance de certaines forces cosmiques, particulièrement celle des courants telluriques, et ce peuple l'appliquait avec attention à l'agriculture et, de plus peut-être surtout, au maintien harmonieux de l'ensemble de ces courants pour éviter toute catastrophe géologique, qu'il était du pouvoir de l'homme de conjurer. L'endroit où étaient érigées les pyramides était calculé. Ailleurs, des points de protection suffisaient, dolmens, menhirs. D'après lui, nous arrivons à un croisement de chemins, soit à la fin du monde, soit il en résultera une civilisation extraordinaire. Ce temps sera marqué par la réapparition de l'Atlantide. Toute notre science vient de l'Atlantide. Les premiers chefs atlantes n'étaient pas terriens. Platon parle de l'Atlantide dans le Timée et le Critia. Le Critia est consacré tout entier à l'Atlantide. Son sous-titre est l'Atlantide. La capitale de l'Atlantide est Atlantis ou Poséidonie. L'héritage atlante, selon Donnelly, expliquerait pourquoi les Basques diffèrent de leurs voisins, par la langue et l'aspect physique. Le basque est l'unique langue non aryenne de l'Europe occidentale. De même, les indigènes des îles Canaries ne ressemblent à aucun groupe ou tribu africain, et pratiquent la momification de leurs morts. Donnelly écrit que l'Espagne, le Portugal et les îles Canaries étaient des lieux d'asile tout trouvés pour les réfugiés de l'Atlantide engloutie. Il compare aussi les noms de certaines villes et localités d'Asie mineure avec ceux de villages d'Amérique centrale, déjà nommés avant l'arrivée des premiers conquistadors. Proclus, 412 à 489 avant notre ère, déclare « La fameuse Atlantide n'existe plus, mais il n'est guère possible de douter qu'elle exista jadis. » Strabon l'historien écrivait, au 1er siècle avant J.C., en se référant aux travaux de Posédonius, il est fort possible que l'histoire concernant l'île d'Atlantide ne relève pas de l'imagination. Paul Schliemann, le petit-fils du découvreur de Troie, 20 octobre 1912, de New York American, écrivait « L'analogie entre les civilisations mayas et égyptiennes est si grande qu'on ne peut la considérer comme fortuite. Il n'existe pas de hasard de ce genre, la seule explication est que, conformément à la légende, il y eut autrefois un grand continent établissant un lien entre ce que nous appelons l'Ancien et le Nouveau Monde. C'était l'Atlantide, d'où partirent des colonies, vers l'Égypte et l'Amérique centrale. » Edgar Cayce, l'extraordinaire voyant, bien connu aux États-Unis, déclare en 1940 que l'Atlantide eut 3 destructions, les 2 premières vers 15 600 avenue Jésus-Christ, divisèrent le continent en îles, la 3e, il y a 12 000 ans, tout le continent a été englouti. Edgar Cayce dit que l'on pourra trouver les vestiges de l'Atlantide en Égypte, à Bimini, et dans les Açores en 1940. Il avait prédit que l'enregistrement des systèmes par lesquels les Atlantes fabriquaient de l'énergie se trouve dans une partie effondrée de leur continent, dans la baie marine, près de la Floride, au lieu appelé Bimini, où se trouvent les restes d'une portion de temple. En 1970, des murailles ont été détectées à Bimini. Edgar Cayce a situé les 3 destructions de l'Atlantide, ce sont eux-mêmes qui ont détruit leur continent, en 50 000, 28 000 et 10 000 avant Jésus-Christ. Une partie de l'Atlantide est immergée sous la mer des Sargasses. Des mauvais réglages, tension trop forte, causa la 2e destruction de l'Atlantide, fracture en plusieurs îles. Les détails techniques de la construction des centrales sont inscrits dans la zone engloutie de l'Atlantide, Poséidia, où les restes d'un temple peuvent être découverts sous les sédiments, accumulés au fond de la mer, près de Bimini, au large de la Floride,
Des vestiges furent retrouvés depuis, dans les archives d'un temple en Égypte, dans les documents atlantes transportés au Yucatan, en Amérique, où ces pierres, sur lesquelles on sait si peu de choses, sont maintenant sur le point d'être découvertes durant ces derniers mois. Les Atlantes étaient plus développés que nous matériellement. Ils maîtrisaient l'utilisation des générateurs électriques dans la fission de l'atome. Pour libérer l'énergie, ils se seraient détruits avec. Dans un autre ouvrage, les 3 destructions sont commentées par Edgar Cayce. La première destruction eut lieu en 50 722 avant Jésus-Christ. Une grande réunion eut lieu entre les nations pour se débarrasser des gros animaux, Diplodocus, Brontosaure. Ce fut le début des explosifs. Ils s'en servaient contre les animaux. Il s'ensuivit des sacrifices humains. Une première émigration vers les Pyrénées du Nord eut lieu et beaucoup plus tard vers ce qui devint l'Égypte. L'axe des pôles fut changé vers -50 000 avant Jésus-Christ. L'Atlantide devint plusieurs îles. La deuxième destruction, en -28 000 avant Jésus-Christ, a impliqué que la plupart des îles constituant l'Atlantide furent englouties sauf Poséidea, Arian et O. Pendant la troisième destruction, en -10 000 avant Jésus-Christ, les 3 îles furent elles aussi englouties. Les Atlantes s'enfuirent dans les Pyrénées, au Yucatan et en Égypte par voie aérienne. Toujours selon Edgar Cayce, c'était l'abus de l'utilisation de ce cristal comme source d'énergie, qui avait conduit l'Atlantide à la perte, car il semble, à croire ses lectures, que les Atlantes utilisaient ces cristaux surtout pour torturer leurs semblables. C'est qui est sûr qu'ils connaissaient vers la fin une forme d'énergie qu'on ignore aujourd'hui. Nous pouvons d'ailleurs constater, en lisant les lectures de Cayce, que niveau technologique était aussi développé que le nôtre de nos jours, sinon supérieur. Il semble que l'Atlantide, selon Cayce, connaissait vers la fin un niveau technologique au moins identique à la nôtre. Ils avaient ce que nous appelons aujourd'hui radio et télévision. Ils connaissaient également le transport individuel et public, tel que nous le connaissons. Ce qui est cependant moins bien, est que la société atlante était devenue décadente vers la fin, et qu'ils avaient commencé à faire des sacrifices humains. Nous retrouvons cette tendance de sacrifice humain également chez les Indiens mexicains, les Mayas, ainsi que chez les Incas. Jules Verne, le célèbre romancier, dans son roman 20 000 lieues sous les mers, retrouve l'Atlantide avec le capitaine Nemo et son célèbre Nautilus. Fiction, peut-être, mais quand on sait que la plupart de ces romans sont devenus des faits. Hypothèse de l'Atlantide. L'Atlantide a été considérée parfois comme une grande île située entre l'Europe et l'Amérique, dont les Açores et les Canaries seraient les vestiges. Certains auteurs ont préféré une assise continentale sur l'Atlantique, avec les hypothèses Tartesseau, l'Atlantide marocaine ou africaine. Les cataclysmes sont des effondrements de la croûte terrestre, le volcanisme, l'engloutissement des terres, le raz de marée destructeur. La méditerranéenne, hormis l'hypothèse volcanique de Santorin, on a parlé de villages préhistoriques engloutis dans l'Adriatique, probablement situés sur les rives du Pô avant la montée des eaux, et d'une Atlantide tunisienne dans ce qui est aujourd'hui le golfe de Gaba qui n'a été recouvert par les eaux que récemment à l'échelle géologique. Il s'agit de villages engloutis lors de la dernière montée générale des eaux qui pouvaient se situer à un niveau -20 ou -30 mètres par rapport au niveau actuel. L'ensablement et les alluvions ont au fait de faire disparaître des vestiges humains, qui ne sont pas détruits souvent, mais seulement enfouis. Amérique centrale et Caraïbes, la plus célèbre est celle de Bimini que l'on a souvent assimilée à la vraie Atlantide. Ce n'est qu'une Atlantide parmi d'autres, noyée elle aussi par la montée des eaux. Il est sûr que l'archipel des Bahamas ne représente que les vestiges de terre beaucoup plus importantes. Les ruines d'une cité engloutie au large de Cuba contenant une pyramide est aussi une hypothèse pour la localisation de l'Atlantide. On a aussi postulé pour une Atlantide brésilienne et de nombreuses légendes des peuples américains et amérindiens parlent de déluges et de cités englouties. Certains parlent de Porto Rico et des Caraïbes. L'Antarctique, c'est l'hypothèse développée par les époux canadiens Randeros Flemmad dans leur livre When the Sky Fell, 1995.
héritier spirituel du professeur américain Charles Abgom Absof en Science-Kings, 1966, il pense que l'écorce terrestre a subi un basculement, un glissement, et qu'avant cette catastrophe toute une partie de l'Antarctique était en dehors du cercle polaire et donc apte à accueillir une population pouvant développer une certaine civilisation. Cette civilisation ne serait pas spécifiquement atlantéenne mais correspondrait plutôt à une civilisation globale primordiale. Ils auraient trouvé des documents au British Museum de Londres leur permettant d'échafauder cette une hypothèse pour le moins étonnante. La reprise de leur théorie par Graham Hancock dans l'empreinte des dieux a beaucoup accru leur notoriété, mais c'est Flavio Barbiro qui est à l'origine de cette localisation dès 1974. Mer Noire. La théorie de Siegfried G. Schopp de l'Université de Hambourg et de Christian Monsieur Schopp de l'Université de l'Illinois et que l'Atlantide aurait été une civilisation de la fin de l'âge de pierre, néolithique ou chalcolithique, établie au nord-ouest de l'actuelle mer Noire. Sa disparition aurait eu lieu en 5510 avant Jésus-Christ quand l'océan envahit ce qui n'était alors qu'un grand lac d'eau douce et moins étendu que l'actuelle mer Noire. Le littoral était alors approximativement 100 mètres au-dessous du niveau actuel. En datant des coquillages par la méthode du C14, les chercheurs ont trouvé que la salinité a brusquement et rapidement changé aux alentours de 5500 avant Jésus-Christ. On sait que cet envahissement brutal a été assimilé au déluge biblique, et il y aurait eu augmentation du niveau de l'océan global depuis la fin de la dernière période glaciaire et rupture du pont du Bosphore. En 2001, l'Américain Robert Ballard cherchant l'ancien littoral au large de la côte turque a incontestablement trouvé des traces d'occupation humaine dans des zones aujourd'hui submergées. Lors d'une expédition antérieure à l'aide d'un sous-marin sur les lieux de l'ancien littoral, les explorateurs ont trouvé ce qui restera certainement connu dans l'histoire sous le nom d'assiette de Noé. C'est un objet en forme de plat marqué de lettres. Les scientifiques ont daté ce plat du néolithique et ont également passé en revue les signes, que semblent être en conformité avec la plus vieille écriture européenne commençant autour 5500 avant Jésus-Christ sur la péninsule balkanique. Le point de vue scientifique et archéologique est que les premiers habitants établis dans cette région, 7000 avant Jésus-Christ, ont navigué de l'actuelle Turquie vers la Grèce, culture de Sesklo, 6400 avenue JC, puis de là sont allés en Thrace, culture de Karanovo, aujourd'hui Turquie et Bulgarie, ensuite dans la région du Danube, culture de Starsevo-Korokri, 6200 avant Jésus-Christ, et dans celle du Dniepr. Le développement néolithique en Europe est parti d'ici autour de 6500 avant Jésus-Christ et a ensuite suivi les vallées du Danube et du Dniepr. Cette culture a été noyée avec l'inondation de 5500 avant Jésus-Christ, le déluge de Noé, et les chercheurs allemands sont convaincus que cette culture a également créé la saga d'Atlantis. La conséquence logique d'un pareil événement géocatastrophique d'une telle ampleur serait un éclatement des migrations dans toutes les directions et il est couramment admis que le foyer d'origine des langues indo-européennes se situe autour de la mer Noire. En Europe, la culture néolithique demeure dans les Balkans pendant presque 1000 ans. L'année 5500 avant Jésus-Christ marque le début de la diaspora néolithique, identifiables certains ornements sur leur céramique, qui se diffusent par toute l'Europe, atteignant la Suisse Pavère, 5300 et couvrant le domaine du bassin de Paris aux montagnes d'Oural avant 5000. En Serbie et en Roumanie d'aujourd'hui, la culture de Vinca s'établit vers 5500. Cette culture est bien plus développée et a déjà eu un système complexe d'écriture. En Égypte, les premières installations néolithiques datent de 5500 selon les plus récentes découvertes. Cependant ici, nous sommes confrontés à un problème. De 5500 à 3000 le niveau des mers monte encore d'une quinzaine de mètres. Les premières villes, certainement établies dans le delta du Nil, vont donc disparaître sous les eaux. C'est la raison pour laquelle la culture égyptienne semble surgir de rien à partir de 3500 3000. En Mésopotamie, les premiers établissements datent de 5500. La différence de 500 ans pourrait s'expliquer par l'établissement d'une première cité en Anatolie.
Quand les premiers signes graphiques ont été trouvés dans la région balkanique, les scientifiques ont supposé qu'ils avaient été apportés à l'origine par des colons de Babylone. Les systèmes d'écriture semblaient du même type et plusieurs lettres identiques. En fait, on a découvert plus tard que la vieille écriture européenne pouvait être datée de -5500, c'est-à-dire de 2000 ans plus ancien que les plus anciens signes mésopotamiens. La destruction de l'Atlantide s'est produite avant -3000. Les Égyptiens ont eu une écriture et un système de datation complet depuis cette date. L'Atlantide aurait été submergée après cette date. Le prêtre égyptien aurait pu dire exactement quand et exactement où, mais il place clairement l'événement longtemps avant la première dynastie des pharaons. D'autre part, une telle histoire avec tous ces détails ne peut pas avoir été transportée dans le temps sans système d'écriture. L'Atlantide a donc logiquement existé avant -3000 et il a dû exister pas beaucoup plus avant la découverte du système. En conséquence, la fourchette la plus raisonnable pour l'existence de l'Atlantide est donc -6000, -3000. Avenue Jésus-Christ. Les premiers réfugiés arrivés en Égypte avaient donné un système d'écriture, et le prêtre égyptien qu'interrogeait Solon avait donc accès à une source primaire de l'histoire. L'archéologue allemand Günther Dreyer a étudié les premières écritures égyptiennes et a prouvé l'existence vers -3400 d'un système complet d'écriture phonétique, ce qui rend l'écriture égyptienne plus ancienne que l'écriture de Sumer. Évidemment, on peut constater que le récit platonicien mentionne très explicitement l'existence d'une écriture atlante et que la vieille écriture de la culture de Vinca, apportée par les réfugiés de la mer Noire, puis transmise en Égypte et ailleurs, est une bonne candidate à cette identification. Passage obligé de tous les chercheurs d'Atlantide, le catalogue des critères tirés du Critia et du Timée, et la vérification que leur identification correspond bien. Voici donc quelques-uns des critères retenus par Siegfried et Christian Schopp. La mer Atlantique est la mer Noire. Cette mer était devenue difficilement, voire pas du tout, navigable en raison de l'envahissement par de l'eau de mer de zones autrefois végétalisées, ce qui occasionnait de très nombreuses bulles de méthane qui, venant éclater en surface, rendaient aléatoire la navigation. D'ailleurs, les anciens Grecs appelaient cette mer la mer inhospitalière. L'océan Atlantique reçut ce nom en raison de la localisation erronée de l'Atlantide et donc ce nom n'est en aucune façon une preuve. Il est plus que probable que le mot indo-européen pour mer, mar, latin, morge, russe, mee, allemand, meru, indi, désignait au départ la mer Noire. On peut également observer que sur toutes les cartes anciennes la mer Noire est, au centre de la carte, la grande plaine Atlante et la plaine côtière qui va du Danube au Don, centrée sur le secteur nord-ouest de la mer Noire. Les montagnes au nord sont celles des Carpates. Du bois, du sel, de l'or, de l'argent, probablement du cuivre et certainement de l'obsidienne ont été transportés vers Atlantis par l'intermédiaire des fleuves côtiers et du Danube. On a toujours supposé que l'Atlantide était une île, c'est en partie vrai, en partie faux. Le centre absolu était bien une île avec rivières et canaux de tous côtés, mais l'ensemble de l'ère Atlante n'était pas une île. En lisant le Critia, on voit bien que le mot île est employé dans deux sens différents, désignant tantôt la capitale, tantôt le pays alentour. L'archéologue suisse Eberhard Zange a fait une découverte particulièrement intéressante. C'est un même hiéroglyphe égyptien qui signifie île et pays étranger. Le détroit du Bosphore peut être identifié aux colonnes d'Hercule. D'une part, le détroit de Gibraltar n'a reçu ce nom que par réinterprétation. D'autre part, le prêtre égyptien ne localise pas explicitement ce détroit au sud de l'Espagne. De plus, le héros Hercule Héraclès est censé creuser le canal avant l'installation des piliers. Cette interprétation n'est pas très convenable pour le grand et assez large détroit qu'est Gibraltar, mais déjà beaucoup plus satisfaisante pour le canal de 30 km de long et de 1,5 de large de la mer de Marmara à la mer Noire. La guerre se rapporte très clairement aux ancêtres des Grecs et des Égyptiens en Anatolie. Il y a une forte probabilité pour que Grecs et Égyptiens aient émigré de là vers leurs implantations actuelles.
Le déluge décrit par Pittman et Ryan voit l'Atlantide disparaître sous les eaux de la mer Noire. Un tremblement de terre, ils sont fréquents dans la région, a pu faciliter la rupture de la barrière naturelle qui retenait les eaux méditerranéennes. Pour les canaux et l'irrigation, l'observation de la topographie de l'aire nord-ouest de la mer Noire parle de lui-même en raison des très nombreux cours d'eau irriguant le bassin. Quant à l'irrigation, on en a trouvé des exemples à Jéricho en -7000. La population a dû être relativement nombreuse pour l'âge de pierre comme le prouve la possibilité d'émigration dans plusieurs directions. Avant le déluge, le problème de la surpopulation a pu être résolu par des migrations vers d'autres fleuves, ou rivières, d'Europe, créant ainsi d'autres royaumes du fleuve. Structure circulaire. La première structure circulaire en Europe remonte à -5000, on en a retrouvé plus de 200, dont par exemple celle de Gozek. Les Grecs ont peut-être voulu représenter le vieil ennemi Atlante sous l'aspect du Minotaure perdu dans son labyrinthe circulaire. Les éléphants, étant donné que l'itinéraire de l'Inde vers l'Europe n'était pas encore aride, l'éléphant indien a vécu dans ce secteur. On a éliminé les derniers éléphants dans la région vers -800. Le pharaon Thutmose a tué 120 éléphants à la chasse en -1200. Autres endroits, l'Atlantide s'est diversifiée au fil des siècles et décentralisée. Des vestiges de civilisation disparus ayant été repérés partout, des chercheurs ont proposé des sites comme la Suède, l'Allemagne du Nord-Ouest, plus récemment la mer du Nord, ou même des sites orientaux. Partout, sur tous les continents, sur toutes les mers, des villes, des régions ont été détruites par des cataclysmes divers, ont encore tenté d'accueillir l'Atlantide, la Bolivie, Jimalen, l'Indonésie et les de l'Inde, Arizona dos Santos, les Seychelles, l'Islande, le Sri Lanka, le Brésil, l'emplacement de l'ancienne cité de Troie, le Bénin, l'Éophrobonu, le désert de Gobi et même la planète Mars. Les cartes antiques. Il est en tout cas probable que les survivants aient emporté quelques objets dans leur fuite. Ceci allait être confirmé d'une manière détournée. En 1956, Charles Abgoh eut entre les mains une très vieille carte maritime, dessinée en 1513 par un amiral turc dénommé Piri-Reis. Abgoh fut surpris de la précision du tracé de la croûte orientale de l'Amérique du Sud sur cette carte, achevée à une époque où cette partie du monde n'était pas totalement cartographiée. La surprise fut complète quand Abgoh s'aperçut que l'Antarctique figurait également sur la carte, alors que ce continent n'avait été découvert qu'en 1820, soit 3 siècles plus tard. Consultés, les experts de l'US Air Force sont restés tout aussi perplexes face à ce constat. En comparant la carte de Reis à des relevés géologiques de l'Antarctique datant de 1949, faisant apparaître les contours du continent austral avant qu'il ne soit recouvert par les glaces, ils constatèrent que les deux tracés étaient presque identiques. Le rapport de l'US Air Force concluait que le tracé des côtes a été relevé avant que celles-ci ne soient recouvertes par la calotte glaciaire. La précision des données qui figurent sur cette carte reste un mystère compte tenu de l'état des connaissances géographiques en 1513. C'est alors que Abgoh dénicha une seconde carte miraculeuse, celle d'Orontophinae, 1531. L'ensemble de l'Antarctique y figurait, avec de nombreux détails, comme l'emplacement des montagnes, des plaines et des rivières. Autant de particularités qui figuraient tant dans l'étude géologique de 1949 que dans les récits faits par Platon, plus de 2000 ans auparavant. Le tracé des cartes de Piri-Reis et de Phinae, dont l'authenticité a été prouvée, s'inspirait donc de cartes très antérieures, en conséquence dessinées par un peuple disposant d'une maîtrise technique incomparable pour son époque. Le fait que des relevés aussi détaillés soient parvenus entre les mains de cartographes du XVIe siècle accrédite la thèse des Flémates sur les sémages de survivants de l'Atlantide. Tout autre ayant fait la découverte du continent perdu les aurait fait savoir au monde entier. Afin d'étayer plus avant leur hypothèse, les Flémates ont également pensé qu'une civilisation australe n'aurait nécessairement pu se développer que sous un climat tempéré et sur une terre fertile capable de nourrir une population croissante.
en déplaçant l'Antarctique sur une distance compatible avec les projections géologiques de Charles Abgoff, soit environ 3200 km au nord du cercle polaire, on se trouve effectivement sous des latitudes permettant à un peuple de marins de prospérer. Atlantide et Égypte. L'existence de cette riche civilisation australe permettrait d'expliquer l'origine de monuments disséminés dans le monde entier et construits à l'aide de techniques si avancées sur leur temps qu'elles défient toute explication rationnelle. C'est notamment le cas des temples d'Amérique latine, attribués aux civilisations aztèques, olmèques, toltèques ou mayas, mais dont l'édification a exigé des moyens et une science sans rapport avec ceux de leur époque. Cette thèse peut également s'appliquer aux pyramides égyptiennes selon de récentes études archéologiques. Açores et Atlantide, les archipels des Canaries et des Açores constitueraient les ultimes vestiges du continent englouti. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette hypothèse, il faut reconnaître que l'origine des premiers Canariens pose un réel problème ethnologique. Quand les navigateurs français débarquèrent en 1406 pour la première fois aux îles Canaries, ils se trouvèrent en présence d'indigènes au teint clair et de taille haute, qui se désignaient eux-mêmes sous le terme de Ganche, mot qui veut dire homme. Chacune des 7 îles de l'archipel des Canaries abritait une culture propre mais apparentée, jusqu'à leur extermination par la conquête espagnole, 1402-1500. Les Ganches ont cependant laissé des momies et des pyramides. Lorsqu'il fut possible de comprendre leur langue, les Français furent étonnés de voir que les Ganches se croyaient seuls au monde, persuadés d'être les derniers survivants d'une terrible catastrophe qui, plusieurs millénaires auparavant, avait anéanti l'humanité tout entière. Pendant près de 60 ans, les Français vécurent en harmonie avec les populations locales. Au début, cependant, le peuple Ganche s'opposa à cette incursion étrangère, avant que Jean de Bettencourt, chambellan de Charles VI, puisse étendre son hégémonie sur les Canaries. Ces troupes eurent à faire face à la résistance désespérée des Ganches qui préféraient la mort à la servitude. Dans ces combats, les Français reconnurent le courage et la bonne foi de ces indigènes. Jean de Bettencourt racontera d'ailleurs lui-même que ses soldats s'étant emparés d'un groupe de femmes réfugiées dans une grotte de Fuerteventura, ils virent l'une d'elles étrangler son enfant pour qu'il ne tombât pas entre les mains des envahisseurs. La conquête de l'archipel des Canaries par les Espagnols, en 1478, acheva de réduire ce peuple à l'impuissance. Dans ce même temps, une épouvantable épidémie, appelée par les Espagnols Modora, décima les Ganches qui n'avaient pas accepté la défaite. Dès lors, les survivants se virent offrir le baptême et leurs noms désormais hispanisés se confondirent bientôt avec ceux des conquérants. Les ethnologues anciens et modernes qui ont étudié la nature de cette race Ganche ont distingué 2 types bien distincts. L'un, le plus répandu, de taille haute supérieure à 1,80 m, imberbe, aux yeux et à la peau claire, et au front de penseur. L'autre, de taille plus réduite, avec une peau sensiblement plus brune, des yeux de jet et un profil convexe qui révélerait une origine sémite. Il y a encore, mais de façon très localisée, à Guemra, des individus de courte taille et à tête large. Les Français d'abord, puis les Espagnols, furent très étonnés d'observer ce peuple Ganche aux mœurs si archaïques, mais héritier d'une civilisation évoluée et originale. Tout en ignorant l'usage des métaux et des tissus et n'utilisant que des outils en pierre, ils connaissaient en revanche l'écriture, l'astronomie et appréciaient la poésie. Leur législation, encore, était très élaborée et leur religion avait des rites compliqués. L'alphabet des Ganches, fort heureusement recueilli par les premiers missionnaires envoyés aux Canaries, ressemble aux alphabets des langues sémitiques, phéniciens, carthaginois, hébreux. Mais on a découvert à plusieurs reprises dans les îles de l'archipel, des inscriptions en caractères inconnus. Lors d'un voyage effectué sur place, Robert Charroux a pu photographier une de ces inscriptions alphabétiformes à laquelle il hiero. Les linguistes ont pu établir certaines connexions entre le Ganche et les dialectes parlés par les Touaregs et par les Berbères, et plus spécialement par les Sénadjas qui habitent le Hogar.
Des traces d'influence arabe semblent certaines. Il ne fait aucun doute, pour le moins, que le monde antique connut l'existence des Ganches. Ainsi, le roi de Mauritanie, Juba II, qui vivait au 1er siècle de notre ère, nous parle des îles habitées par cette ethnie, devant leurs nombreuses populations et leur prospérité. L'île actuelle de Tenerife, aux riches plantations de palmiers dattiers, était appelée jadis Junonia. Plus loin encore dans les siècles, Platon lui-même décrit les Ganches comme de grands hommes blonds, mais il leur prête aussi une maîtrise incomparable dans l'art de traiter les métaux et d'édifier les cités, ce qui est incontestablement à l'opposé des possibilités Ganches du XVe siècle, qui n'utilisaient plus qu'un outillage d'os, de pierre ou de bois, et aménageaient des grottes pour y habiter. En rapport encore avec d'anciennes relations entre les Ganches et des peuplades du Sahara, le colonel Braguin cite une trouvaille près de San Miguel, dans l'île de Tenerife, d'une 60aine de momies, environnées d'un grand nombre de poteries et de peaux de lion. Or, souligne cet auteur, ce qui a plongé les savants dans une grande perplexité, c'est que le lion n'a jamais existé sur ces îles. L'énigme de l'Atlantide, 1952. Le rapprochement linguistique du Ganche et de l'arabe constituerait pour plusieurs auteurs une preuve de l'origine atlante de la population des Canaries. Les Touaregs avec qui ils auraient été en rapport, ancêtres eux-mêmes des Garamantes, seraient les descendants de ce peuple de la mer refoulé de la vallée du Nil par les soldats du pharaon Ramsès II au XIIIe siècle avant notre ère. Récemment enfin, des anthropologues ont fait observer une prédominance du groupe sanguin parmi les Canariens de souche. Or, avec eux se signalent les Basques et les Corses. S'il est à peine besoin de souligner combien le mystère basque n'a toujours pas été élucidé, on se souviendra que les Corses furent entraînés dans l'immense déferlement des envahisseurs venus du nord. Atlantide, preuve dans Google Earth. Atlantide, preuve dans Google Earth, trouvaille sur Google Earth. Les explorateurs tirent profit du logiciel Google Earth pour déceler des endroits encore inexplorés. L'Atlantide serait-elle la dernière trouvaille? Pour Bernie Banford, un ingénieur aéronautique anglais, il est clair que la forme rectangulaire trouvée sur Google Earth, aux coordonnées 31 15 pieds 15.53 n 24 15 pieds 30.53 watts, au large de l'archipel de Madère, est un vestige de construction humaine. La trouvaille de l'homme de 38 ans a piqué la curiosité des scientifiques et des médias et relancé le débat autour de l'existence de l'Atlantide, cette île, citée par Platon, qui aurait été engloutie 9000 ans avenue J. C. Pour le docteur Charles Orsay, du département d'archéologie de l'Université de New York, cette découverte est fascinante et demande une investigation poussée. Le site est l'un des lieux les plus probables de l'emplacement de l'Atlantide, tel que décrit par Platon. Même si cela s'avère être un lieu naturel, il mérite un examen plus approfondi, a expliqué Charles Orsay au quotidien britannique The Sun. Par ailleurs, une porte-parole de Google a déclaré à un quotidien, concurrent du Sun, que les lignes visibles sur Google Earth pourraient également être le tracé d'un bateau sillonnant cette zone pour collecter des informations sur le fond marin. Source: Telegraph, Fox News, branchez-vous.com. Atlantide sur Google Earth. Je vous invite à aller voir sur Google Earth. Depuis quelque temps, on y découvre plein de choses à l'aide de ce logiciel, comme des bateaux disparus, et même l'Atlantide aux îles Canaries. Mais regardez de plus près les images que je vais vous montrer, les délimitations dans l'Atlantique, comme il quelque chose était enfoui très profondément dans la mer. Et si c'était l'Atlantide? Regardez, aussi là où il y a une punaise jaune, c'est là qu'est la structure sous-marine des îles Canaries, ainsi que celle des Açores, tout près, même l'île Bimini, là où on y a découvert les routes sous-marines. Sofiane. Atlantide sur Google Earth, Atlantide sur Google Earth, Atlantide sur Google Earth. Preuve. Indices et témoignages divers sur l'Atlantide. Preuve. Indices et témoignages divers sur l'Atlantide. Traces de l'Atlantide. En 1927, des fouilles archéologiques effectuées par Wolay en Chaldée, Irak, ont permis de trouver des plaquettes et un coffret, sur lequel étaient gravés des bijoux.
sur lesquels étaient inscrits des textes indiquant que les bijoux sont des talismans précieux venus des Atlantes qui les tenaient eux-mêmes d'être se disant humains, frères éloignés des étoiles. Ceux-ci les visitèrent un jour, étant venus des profondeurs intersidérales sur un navire volant. Cela confirmait les dires de Platon, livre, Histoire inconnue des hommes, Robert Charroux, édition J'ai lu. L'Atlantide a subi 3 démantèlements séparés dans le temps. La fin de la première civilisation de l'Atlantide date de 50 000 ans avant Jésus-Christ. Cette destruction est connue sous le nom de déluge de Noé. Cette civilisation a donc été détruite par l'eau. Il formait la première civilisation sur le continent austral. À cette époque, l'Europe et l'Asie étaient sous les eaux. En 2 époques différentes, l'Atlantide a été écartelée. Le continent qui ne formait originellement qu'un seul bloc s'est scindé en plusieurs parties. Livre, J'ai vécu sur 2 planètes, Philo, édition Robert Laffont. Autre indice important, les pétrels, oiseaux bruns migrateurs, traversent l'Atlantique, d'Europe en Amérique, de septembre à octobre. Arrivés à environ 600 000 OSW du Cap-Vert, ils se mettent à tourner en rond, longuement, puis repartent vers le Brésil. Il se rappelle qu'il y avait là une escale terrestre. L'Atlantide, livre du mystérieux inconnu, le Robert Charroux, édition J'ai lu. L'engloutissement de l'Atlantide peut être regardé avec autant de raison comme un point historique. Le peu de profondeur de la mer Atlantique jusqu'aux Canaries pourrait bien être une preuve de cet événement dont les îles pourraient être les restes de l'Atlantide. Voltaire, Dictionnaire philosophique des changements arrivés sur le globe, livre, Grand cataclysme, le Albert Schlossman, édition Robert Laffont. L'Atlantide occupait tout l'espace couvert actuellement par l'océan Atlantique. C'est là que se développa la race rouge dont on retrouve encore quelques échantillons plus ou moins abâtardis dans l'Amérique et en Afrique. Livre, Traité méthodique de magie pratique, Papus, édition d'Angle. Science Digest, novembre 1948, a étudié certains arguments d'Ignatu Donnelly. L'étude de particules de matière récupérées au large des Açores montre que la région sous-marine en question avait dû se trouver au-dessus de l'eau il y a 15 000 ans. Un article de R.W. Kolb publié en 1957, Science, vol 126, page 1023, 1056, fait état de l'étude d'une carotte extraite à une profondeur de 3000 mètres environ sur une portion de la dorsale nord-atlantique. La découverte de plantes d'eau douce, diatomes, sur les sédiments prouve sans contexte que cette partie au moins de la dorsale s'est trouvée à une période ou une autre au-dessus de la surface des mers. René Malaise, dans la géologie et les fonds marins, il montre que la majorité des configurations de terrain de la dorsale nord-atlantique, en particulier les gorges et les ravins, n'ont pas pu être provoquées par la turbulence de courants sous-marins mais ont dû se former alors que le fond actuel se trouvait à la surface. Il expose l'action des courants océaniques et leurs effets sur les glaces qui recouvraient l'Europe et l'Amérique il y a 10 ou 12 000 ans. Livre, Vision de l'Atlantide, Edgar Cayce, édition J'ai lu. Edgar Cayce a situé les 3 destructions de l'Atlantide. Ce sont eux-mêmes qui ont détruit leur continent, en 50 000, 28 000 et 10 000 avant Jésus-Christ. Une partie de l'Atlantide est immergée sous la mer des Sargasses. Des mauvais réglages, tension trop forte, causa la 2e destruction de l'Atlantide, fracture en plusieurs îles. Les détails techniques de la construction des centrales sont inscrits, dans la zone engloutie de l'Atlantide, Poséidia, où les restes d'un temple peuvent être découverts sous les sédiments, accumulés au fond de la mer, près de Bimini, au large de la Floride, dans les archives d'un temple en Égypte, dans les documents atlantes transportés au Yucatan, en Amérique, où ces pierres, sur lesquelles on sait si peu de choses, sont maintenant sur le point d'être découvertes durant ces derniers mois. Les Atlantes étaient plus développés que nous matériellement. Ils maîtrisaient l'utilisation des générateurs électriques dans la fission de l'atome, pour libérer l'énergie sauf qu'ils se sont détruits avec, livre, Univers d'Edgar Cayce, L. Dorothée Coquelin de Bizemont, édition J'ai lu.
Les spécialistes de l'Arctique et de l'Antarctique viennent d'apporter peut-être une goutte d'eau supplémentaire à l'histoire de l'Atlantide. Il s'agit d'une chute d'eau géante, sur le fond de l'océan Atlantique. Son débit est de plusieurs fois celui de tous les fleuves et rivières de toutes les terres émergées. Cette chute d'eau se situe sur les roches des barrières sous-marines séparant l'Atlantique des mers nordiques. Cette masse d'eau froide, très riche en oxygène, contribuerait à raviver les profondeurs océaniques. Magazine, Monde Inconnu, le numéro 96, 7 août 1988, Les échos du monde inconnu, Oromazi. À la question quand retrouvera-t-on les archives de l'Atlantide, Edgar Cayce a répondu, une chambre, ou plutôt un couloir, part de la patte droite du Sphinx jusqu'à cette entrée de la salle des archives. Mais on ne peut pas y entrer sans avoir l'intelligence de ces mystères, car ceux qui ont été laissés comme gardiens ne laisseront pas passer avant que ne soit accomplie la période de leur régénération dans le mont, la pyramide, et la venue des hommes de la 5e race Racine. Dans 3 endroits seront retrouvées les archives atlantes. Les archives, physiques n'apparaîtront que lors de la désintégration des œuvres dues à l'égoïsme du monde car ces archives ont été réunies dans l'optique des changements mondiaux. L'avenir est bon à Norfolk et Virginia Beach. La Grande Pyramide, date de 10 500 avant Jésus-Christ, juste avant le déluge. Elle contient le reste des enseignements, livres, prophéties d'Edgar Cayce, Dorothée Coquelin de Bizemont, édition Guitry Daniel éditeur. Lecture 364-3, le continent de l'Atlantide occupait une position située entre le golfe du Mexique d'une part, et la Méditerranée d'autre part. On trouvera des preuves de l'existence de ce continent perdu dans les Pyrénées, au Maroc, au Honduras britannique, au Yucatan et aux États-Unis. Il reste certaines émergences, qui devaient, à une époque ou une autre, faire partie de ce vaste continent. Les Indes occidentales britanniques, ou Bahamas, sont parmi ces vestiges. Si l'on effectuait des sondages géologiques dans ces îles, ou dans le Gulf Stream et notamment aux abords de Bimini, on trouverait certainement des preuves déterminantes. Livre, Vision de l'Atlantide, Edgar Cayce, édition J'ai lu. Religion atlante. Les Atlantes et les Égyptiens adoraient Dieu sous sa forme solaire. Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, édition Le Perséa. Ignati Udonli, quant à lui, nous indique que la mythologie des Égyptiens et du Pérou constituait la religion des Atlantes. Ils vénéraient le soleil. Rescapé du déluge, une tribu d'Indiens blancs, appelée Paria, vivait jadis au Venezuela dans un village qui portait le nom significatif de Atlan. Elle maintenait la tradition d'un désastre qui avait détruit son pays, une vaste île de l'océan. Plus de 130 tribus d'Indiens d'Amérique conservent les légendes ayant trait à une catastrophe mondiale. Livre, Secret de l'Atlantide, Andrew Thomas, édition Robert Laffont. Il y a 12 000 ans environ, a eu lieu le déluge. Les rescapés se sont réfugiés sur les 5 hauts plateaux du globe, Iran, Himalaya, Abyssinie, montagnes rocheuses, altiplano péruvien. Livre du mystérieux inconnu, Robert Charroux, édition J'ai lu. La catastrophe eut lieu durant la présence du Soleil devant la constellation du Lion. Le cataclysme fut d'une telle violence que la Terre pivota sur son axe et que le globe solaire qui avançait dans le ciel ne le fit plus, mais rétrograda. C'est-à-dire qu'il parut reculer alors qu'étant fixe c'était simplement la Terre qui avait changé de rotation dans l'espace. Mais le phénomène que retinrent les survivants de cette colère divine fut que le Soleil ne se levait plus à l'ouest mais à l'est, et qu'il se couchait sur leur pays englouti depuis ce jour-là. Le Maroc était une colonie atlante avant le cataclysme. Elle était la terre la plus proche du continent disparu. C'est pourquoi les rescapés atlantes y débarquèrent à la disparition de leur continent. Ils se réfugièrent au nord de la région d'Agadir, à Tamanar. D'après des géologues marocains, l'ancien pôle Nord, avant son renversement, se trouve dans le sud d'Erfou, dans le Sahara. Livre, Grande hypothèse, Albert Schlossman, édition Robert Laffont. Quand eut lieu la destruction finale de l'Atlantide,
Certains se réfugièrent dans le pays maya, actuel Yucatan. 10 février 1935, le Washington Herald publiait un article de F. A. Mitchell Edge, explorateur britannique de grand renom, membre de la commission maya du British Museum, qui a trouvé les vestiges d'une civilisation inconnue dans les îles situées au large de l'Amérique centrale. Cette civilisation, disait-il, pourrait bien être celle de la légendaire Atlantide. Le musée de l'Indien d'Amérique, Fondation I, à New York, écrit à Mitchell Edge. Vos observations et les explorations américaines officielles au Nicaragua prouvent incontestablement qu'en des temps très reculés un mouvement terrestre d'une extraordinaire ampleur et d'une force cataclysmique a dû se produire dans cette partie du monde, et vos fouilles ont sans aucun doute mis au jour les vestiges d'une civilisation préhistorique, qui existait avant ces cataclysmes. Les habitants d'Amérique centrale étaient formés d'un métissage entre ceux de l'Atlantide, Mueos, ou situés en terre péruvienne. Edgar Cayce fait de nombreuses allusions à des arrivées des Atlantes en Égypte et dans les Pyrénées. Avant la destruction, les Atlantes errèrent en Égypte, dans les Pyrénées, au Yucatan, et dans le pays d'eau. Livre, Vision de l'Atlantide, Edgar Cayce, édition J'ai lu, où sont situées les archives et documents traitant des Atlantes, les uns dans la terre atlante qui fut engloutie, et qui ressurgira, et remonte déjà vers la surface, d'autres dans ce lieu proche du Sphinx où se trouvait la salle des archives, en terre égyptienne, et d'autres encore dans le pays arien, au Yucatan, où le temple qui fut construit là-bas existe encore. 2012 à 1, 25 septembre 1939, livre, Vision de l'Atlantide, Edgar Cayce, édition J'ai lu. Il y a une salle en Amérique du Sud où se trouvent des disques, dans un métal inconnu aujourd'hui, contenant l'histoire passée et future datant de l'Atlantide. Dans l'Himalaya se trouvent des instruments pour déchiffrer. Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, édition Le Perséa, 1940. Edgar Cayce prédit que l'enregistrement des systèmes par lesquels les Atlantes fabriquaient de l'énergie se trouve dans une partie effondrée de leur continent, dans la boue marine, près de la Floride, au lieu appelé Bimini, où se trouvent les restes d'une portion de temple. 1970, Bimini, des murailles ont été détectées à Bimini. Livre des mondes oubliés, le Robert Charroux, édition J'ai lu. L'Atlantide selon Cayce. L'Atlantide selon Cayce. Edgar Cayce 1933. En terre égyptienne, dans un lieu où l'on pénètre à partir de la patte droite du Sphinx, se trouve la salle des archives de l'humanité. Ces archives vont depuis le commencement des temps où l'esprit prit forme et commença à descendre sur cette terre. Elles comportent l'histoire de toutes les nations de la Terre, l'histoire de la destruction finale de l'Atlantide, et l'histoire de la construction de la pyramide de l'initiation, avec les noms des individus, des lieux, avec les dates et les temps où ces archives seront à nouveau ouvertes. Car, avant le changement d'époque égale à avant le passage à l'ère du Verseau, la vérité sera révélée. On retrouvera ces documents, mais on ne pourra pénétrer dans les salles souterraines, en partant de la patte droite du Sphinx, que lorsque les temps seront révolus, que les changements auront été accomplis dans cette phase de l'existence humaine. Edgar Cayce, Les mystères de l'Atlantide revisité, avait donné une vision médiumnique du site de Gizeh. Selon lui, à proximité du Sphinx, une salle d'archives secrète renfermait l'histoire de toute l'humanité. Il ajouta qu'une colonie rescapée de l'Atlantide édifia en Égypte les bases d'une nouvelle civilisation avec l'aide d'une civilisation issue d'Orient. Les recherches aujourd'hui. Depuis juillet 2002, un mur est construit autour du plateau des pyramides de Gizeh. Des gardes armés surveillent la zone et dirigent les touristes vers des sites rigoureusement sélectionnés par les autorités. Les ouvriers y travaillant 24/24 dans la plus grande discrétion. Le mur dispose de fondations enterrées et consolidées par des barres en acier de 10 cm d'épaisseur. Il s'élève sur une hauteur de 4 à 7 mètres sur environ 8 km² et à plus d'1 km des pyramides.
Le plus étonnant est que ce mur englobe également des habitations qui ont été déplacées et le cimetière arabe. Le chercheur J. Murta a même déclaré que des couloirs, des tombes et des tunnels non explorés se situaient dans cette zone. S'agit-il vraiment de protéger les places archéologiques des terroristes ou de mettre à l'abri du regard les futures découvertes dans ces tunnels non encore explorés? Selon les rumeurs, en 2001, une chambre secrète aurait été découverte à proximité des pattes du sphinx à l'aide de sismographes, mais elle aurait été classée, et serait encore, top secrète sous la pression de la CIA. Or, une autre médium, Monique Mathieu, déclara en 2000 qu'un nouveau crâne de cristal était sur le point d'être découvert en Égypte, et qu'il révélerait au monde l'immense connaissance acquise par les civilisations oubliées. Études géologiques. John West suggéra alors que l'érosion du sphinx n'était pas due au vent ou au sable du désert, mais à l'eau de pluie. Or la plus ancienne grande période de la pluie connue en Égypte remontait à la fin de la dernière glaciation, l'ère quaternaire, soit 12 000 ans avant Jésus-Christ. Pour que cette nouvelle théorie soit à même de convaincre les égyptologues les plus réticents, J. West devait obtenir la coopération d'un expert géologue de renom, dont les travaux et recherches ne souffriraient d'aucune critique. Au début des années 90, J. West trouva le scientifique en la personne de Robert Schoch, de l'Université de Boston. D'esprit large, R. Schoch accepta la mission peu académique. L'examen du site auquel il procéda confirma que le sphinx et les parois du fossé dans lequel il repose portent des signes caractéristiques d'érosion par l'eau. Il constata également que les temples environnants avaient été taillés dans la même roche. Il révéla ensuite une curieuse anomalie: le sphinx et le mur qui l'entoure avaient été attaqués par l'érosion sur 1 mètre d'épaisseur, alors que des strates rocheuses voisines, de nature identique, n'avaient pas subi les mêmes dégradations. Pour consolider son argumentation, J. West chercha à savoir à quelle époque la roche aux alentours du sphinx avait été taillée pour la première fois, détail qui lui permettrait de déterminer la période de construction du monument. Il fit ainsi venir de Houston Thomas Dobecki. En étudiant l'état des sédiments autour du sphinx, Dobecki pensait pouvoir dater sa construction de manière fiable, partant du principe que plus l'érosion de la roche par l'eau serait profonde, plus sa durée d'exposition à la pluie serait longue. Selon les analyses de Dobecki, le corps du sphinx aurait été taillé par étapes et l'avant du monument serait plus ancien que l'arrière, d'environ 3000 ans. R. Schoch en conclut que Kefren avait dû découvrir le sphinx inachevé. Il aurait restauré le monument, ainsi que les temples aux alentours, notamment en dallant de granit le sol calcaire du site. Toujours selon lui, en raison de son grand âge, le sphinx aurait subi plusieurs campagnes de réparation pendant les millénaires qui suivirent. Il avance que les Égyptiens avaient dû le découvrir avec un tout autre visage, car sa tête est proportionnellement plus petite que son corps. La statue aurait donc été modifiée et adaptée au style de l'Égypte antique. Néanmoins, comme nous parlons du sphinx, le professeur Robert Schoch, soucieux de sa réputation, se limita à 8500 ans pour dater le sphinx, sans doute pour ne pas accréditer la théorie d'une civilisation très ancienne qui fut anéantie lors du déluge au temps de Noé. Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que nous sommes plutôt loin des 4500 ans généralement admis par la communauté scientifique, celle qui travaille au service des puissants de ce monde soucieux de cacher la vérité, afin de préserver leur nouvel ordre établi qui dirige l'humanité vers les guerres, la famine, l'anarchie et le chaos dans un monde fait de rivalités, tel le monde des pyramides de constructions élevées. Puis l'équipe de J. West et de Thomas Dobecki utilisa un sismographe et décela l'existence de tunnels inconnus et d'une vaste salle rectangulaire située 5 mètres en dessous des pattes avant du sphinx. Selon Dobecki, cette chambre comporte trop d'éléments intrigants pour ne pas avoir été réalisée par l'homme. Les analyses radar. Avant de continuer, il convient peut-être d'insister sur le fait que le plateau de Gise cache encore un certain nombre de resserres inviolées. Ainsi, 2 architectes français, Jean-Pierre Guadin et Gilles Dormion,
financé par EDF et la compagnie de protection géophysique française, découvrirent en 1986 des anomalies de construction dans la pyramide de Kho. Leurs mesures microgravimétriques révélèrent en effet des écarts de densité et de masse dans le couloir menant à la chambre de la reine, ce qui prouverait l'existence de pièces inconnues. Enfin, des sables d'une nature étrangère au site furent prélevés par forage sur ces zones. L'année suivante, en 1987, une expédition japonaise, dirigée par le professeur Sakuji Yoshimura, voir les vidéos ci-dessus intitulées Civilisation retrouvée au large des côtes japonaises qui confirment les découvertes des deux Français mais également révélé 4 cavités sous le Sphinx. Les radars électroniques localisèrent les 2 premières cavités, 4 mètres de long sur 2 mètres de large, de part et d'autre du Sphinx, probablement reliées entre elles. La 3e cavité, 1,50 mètres de long, 1 mètre de large et 7 mètres de profondeur, serait à la hauteur de l'épaule gauche et son fond serait constitué d'un matériau plus dur que le calcaire, peut-être en métal, tout comme les pyramides chinoises retrouvées en Chine. Une dernière cavité, plus petite, se trouverait sous les pattes du Sphinx et pourrait contenir quelque chose de comparable à un sarcophage. L'image ci-dessous provient du site suivant de Sphinx Temple et pourrait bien représenter ce que nous pourrions trouver dans le sous-sol du Sphinx. Malgré tous ces indices, les fouilles aux abords du Sphinx, du moins officiellement, n'ont jamais pu être autorisées. Avec beaucoup de naïveté, nous pourrions nous demander pour quelle raison est-ce car la philosophie des égyptologues officiels travaillant à la solde des mécréants et des hypocrites au sein du monde arabe, Égypte et pays du Golfe, les idées en place sont la garantie de leur situation. Ils la préservent à tout prix en condamnant tous ceux qui osent chambouler les règles établies, leur nouvel ordre mondial. Ces derniers sont qualifiés avec un certain mépris de pseudo-scientifiques. Études géologiques. Suggestion de livres sur l'Atlantide. Suggestion de livres sur l'Atlantide. Le mystère du Sphinx et de l'Atlantide, une découverte tenue. Certaines lectures du médium Edgar Cayce avaient toujours mentionné l'existence de tout un ressaut de galeries souterraines qui abriteraient les restes d'une ancienne civilisation. Et tout ce monde souterrain ne serait accessible qu'à partir de la patte droite du Sphinx ou descendrait une sorte d'escalier en profondeur. Or voilà que depuis peu, les autorités égyptiennes semblent avoir sécurisé tout un secteur autour du Sphinx. Aidée après l'éloignement des barrières de sécurité, la plateforme souterraine semblait s'étaler jusqu'aux maisons avoisinant le plateau de Gizeh. Au XIXe siècle, les égyptologues étaient nombreux à penser qu'il existait plusieurs salles sous le Sphinx. En 1926, à l'initiative d'Émile Barrez, un égyptologue français, on pratiquera des fouilles à l'intérieur même de l'édifice, puis de l'enceinte. Réalisés à la hâte et avec des moyens rudimentaires, ces travaux laissent penser que notre homme cherche quelque chose, et qu'il ne se contente pas de creuser pour le plaisir. En respectant les précautions d'usage, il atteindra en partie son objectif, puisqu'il découvrira un tunnel auquel on accède par la croupe du Sphinx. De même, les 3 entrées, cachées, qui permettent d'accéder aux salles situées sous le Sphinx sont interdites. On fera ensuite courir le bruit que l'on a découvert non pas une, mais 9 chambres sous le Sphinx, dont certaines renfermaient des objets en métal. Le responsable de la fuite n'est autre que Graham Hancock. À l'époque, Robert Bauval raconte la même chose dans ses conférences, idem, page 101, on ne saura peut-être jamais ce qui se passe exactement sur le site de Gizeh. Depuis une trentaine d'années, la présence d'organismes aussi différents que l'AR, Association for Research and dans l'ICTAM, et le SRI, Stanford Research Institute, qui opère un singulier amalgame entre recherche scientifique et technologie de pointe d'un côté, et parapsychologie de l'autre, ainsi que celle de la Fondation Schoch, laisse penser que l'on poursuit les bas des objectifs individuels, voire strictement personnels. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que le militaire et les services de renseignement sont directement impliqués, idem, page 123.
Si les services de renseignement veulent mettre la main sur un appareil, ou bien sur des documents, cela signifie qu'ils pensent que la civilisation de l'Égypte ancienne était, dans certains domaines, beaucoup plus avancée que la nôtre. On en revient à l'idée d'un peuple disparu, mais qui avait jadis atteint un niveau de développement très avancé, à moins qu'il ne s'agisse d'extraterrestres, comme l'explique Robert Temple dans The Sirius Mystery. N'oublions pas, en effet, que cela intéresse aussi bien les francs-maçons que la CIA et le Mi 5 pouces, page 124.